des nôtres s'est offerte à nous et nous ne boudons pas notre plaisir de le faire parler dans notre café littéraire. Alors, Majid Isli est médecin, il a fait sa formation de médecin en Algérie, exactement à Tizi Ouzou. Il a travaillé en Algérie, à Tizi Ouzou, il a même fait de l'administration en étant directeur de la santé de la wilaya Tizi Ouzou pendant un laps de temps plutôt court, je suppose. Une année, parce que c'est difficile de travailler avec l'administration algérienne. Une année, il a eu sa claque, comme on dit. Et puis, il y a 16 ans, c'est-à-dire en 2001, il est parti au Canada. Et au Canada, maintenant, il est médecin spécialiste en médecine familiale. C'est des spécialités qui n'existent pas tout à fait chez nous. Il a été relativement obligé de refaire sa formation, c'est-à-dire quand on va, surtout en étant médecin, quand on émigre en Amérique du Nord, même en Europe, mais plus en Amérique du Nord, c'est très difficile de se faire accepter comme médecin là-bas, sinon il y a des processus d'équivalence très très longs et très contraignants, donc peut-être ça a été plus facile de refaire presque ses études que de s'inscrire dans le processus d'équivalence. Donc aujourd'hui, les médecins spécialiste en médecine familiale au Canada, exactement dans la ville de Québec, je suppose, au Québec, à Montréal. Et là, il est venu nous parler de la communication non violente, de la violence dans les rapports, et comment atténuer ça, comment enlever ça. C'est-à-dire dans nos rapports de tous les jours les plus anodins, il y a de la violence qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à déceler, et ça nous pourrit un peu la vie. Et donc, sa communication aujourd'hui, elle va être axée sur cet aspect-là. Et pour ce faire, il a dû faire une formation dans ce domaine, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient technique par la suite. On apprend les choses, après, quand on veut s'énerver, on ne s'énerve pas parce qu'il y a des techniques pour se maîtriser. Je ne vais pas dire plus que ça. Donc voilà, Majid, tu as à peu près 30 à 40 minutes pour faire ta communication. Après, le débat va enrichir les choses. Et voilà, l'Azlameni. الزول في الأول سيد كان سلفر هذا مقران دوسيغ تاعي غرون تزوارا إني دوسيغ كان لي فاكونس 10 أيام فني غادي نروحها بلا سراقة كي وساكين بلا لا كونفيرونس كي أنا أسد عدير الحضرة وبعض سراقين وساكين غازكا يغادي في كذا الحال الا تساوي لهم كخدمه سيماني وكان بريزونطاسيون على سراك دونك دغا تقرز مليح مليح. Alors donc le thème ça va porter sur la notion de violence et les liens qu'il y a entre la violence et la santé. Je vais partir beaucoup plus avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les 2 dernières décennies, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les années 2000, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, qui est son pendant, donc ils ont commencé à faire des recommandations pour les pays en ce qui a trait à la notion de la violence et ses conséquences sur les individus, sur les familles, sur les communautés et même certains pays. Alors, d'abord, il y aura une petite introduction. Après, il y a 2 parties. Ça va être quelques notions de base. C'est des généralités, il n'y a rien de profond. On va mettre en place quelques idées. Notamment, on va se poser la question de savoir c'est quoi la santé. Mais les en santé, c'est quoi? Ça signifie quoi? C'est quoi la violence? C'est quoi, quels sont les liens qu'il y a entre la violence et la santé? Je vais peut-être donner quelques exemples. En bas, je vais vous donner un peu les différents types de violence. C'est un schéma de l'OMS que je reprends. Et ensuite, la deuxième partie va porter sur les solutions. Il y a plusieurs solutions que certains pays ont adoptées. Ils ont des programmes pour lutter contre la violence, aussi bien dans certains pays sous-développés ou en développement, que les pays développés comme le Canada. Je vais profiter de l'occasion pour vous parler également de la notion de ce concept de communication non violente. Alors, pour les sources que j'ai utilisées, donc d'abord c'est l'ONU. Il y a un rapport, c'est le premier rapport d'ailleurs dans le domaine, qui a été fait les années 2000,
C'est le rapport 58-185, dont le titre, il porte le titre de plan d'analyse et d'action, mais celui-là, ce rapport est destiné aux pays, aux États membres. D'accord? Donc il devrait en principe s'en inspirer. Ensuite, il y a un rapport très important, c'est celui de l'Organisation mondiale de la santé. Donc le rapport Smith, rapport sur la violence et la santé, c'est un rapport très très détaillé, d'ailleurs disponible en PDF sur Internet. Ce rapport qui a été élaboré en 2002, il a été, dans l'avant-propos, il a été confié à Mandela, qui connaît bien ce que c'est la notion de violence, l'apartheid. Et peut-être c'est avec ça que je vais finir en conclusion. J'ai repris le dernier paragraphe de son texte, son avant-propos. Statistique Canada et Québec, c'est aussi un problème qui se pose dans ce pays. Je cite quelques auteurs, parmi les plus importants, c'est Yohan Goldman. Il a écrit un livre, l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il y a un auteur aussi très important, c'est lui le père de la communication non violente, Smith Marshall Rosenberg. J'ai ici un livre, c'est son livre ici. Ensuite, le groupe Conscientia. Le groupe Conscientia, c'est une école de formation qui a été mise sur pied par un ancien juge en retraite à Ottawa. Alors, c'est un charrette, il a des hôpitaux, des entreprises. Donc, il a monté une école de formation. La formation la communication non violente, il Marshall Rosenberg de la Suisse, parce que c'est un centre de communication non violente, d'ailleurs international, qui est reconnu, parce que ça prend ces références-là pour donner cette formation. C'est chez lui que j'ai pris la formation, et c'est la seule d'ailleurs, c'est la seule école au Québec. Voilà. Ensuite, une autre école, c'est son élève, Smith, mais de moindre taille, Spiralis. C'est l'école, c'est sur la non-violence, mais c'est la même technique, c'est les mêmes recettes. Ils ont appelé leur école communication, leur approche plutôt communication orientée sur les besoins. C'est une très bonne démarche, ça se retrouve aussi sur notre variante, mais les deux groupes, ils n'emploient pas le mot violence, parce que au Québec, juste à entendre le mot violence, ça fait frémir. Donc stratégiquement, je pose même la question, même sur leur site, ils donnent pour la raison pour laquelle il n'a pas opté pour le même générique que Marshall Rosenberg. Ensuite, la pyramide de Maslow, ça pour les besoins, ça c'est indispensable. Et quelques lectures ici et là sur Gandhi, comme on appelle Martin Luther King, un philosophe indien, Krishnamurti, qui a livré un très bon livre de grande référence sur la connaissance de soi, qui est utilisé par Marshall Rosenberg. Sinon, un juif, un philosophe, dont le livre Smith, Je et tu, on va voir l'image tout à l'heure. En matière de communication, il a tout à fait raison et c'est très pertinent. Ça, c'est les années 30, c'est une référence. C'est une référence qu'utilise aussi Marshall Rosenberg. Le titre du livre de Smith, tout simplement, Je et tu. En matière de communication, ce qui se passe entre nous. Donc, c'est pas. D'ailleurs, il y a un psychologue très reconnu aux États-Unis qui a mis pour les enfants, surtout à l'école, une démarche de communication basée sur cette approche. Message je, message tu, pour éduquer les enfants sur cette notion de communication non violente. Ensuite j'ai tiré quelques notions de CNV, communication non violente de Montréal, et mon expérience personnelle. Vraiment 20 ans d'expérience, même un peu plus, à Québec. J'ai été exposé des dizaines de fois à des situations de violence. En allant à Madagascar, je cite un peu au hasard, cette notion d'abus sexuels sur des enfants, sur des fillettes, d'abus sur les ascendants, la violence des ascendants, des maoulan, des jdoud, etc. Ça arrive, ça existe.
et aussi la violence faite aux femmes. Donc, dans le contexte conjugal, donc ce qu'on appelle la violence conjugale, et aussi à l'intérieur de la famille, la violence faite aux enfants. Donc c'est tout ça que je vais parler. Enfin, j'ai été exposé à toutes ces situations. Ensuite, eh bien entendu, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la violence auto-infligée. Parce qu'on peut faire, la violence peut concerner quelqu'un d'autre par mon biais, c'est ce qu'on appelle la violence interpersonnelle, mais la violence peut être auto-infligée. C'est les mutilations, mais une dépression, ça peut être le suicide. C'est comptabilisé mais par l'OMS comme étant des situations de violence. Bien entendu, le plus grand pourvoyeur de violence, ce sont les États, particulièrement les États en développement. Et vous en savez quoi? Vous en savez quelque chose? Voilà, donc là, c'est le groupe Consensia, c'est le maître Robert. Donc ça m'a pris l'autorisation, parce que la formation que j'ai eue, je ne suis pas formateur, donc ça me prend l'autorisation à chaque fois que j'en parle du contenu, de la communication non violente, de le citer. Voilà. Donc pourquoi il faut en parler? Tout simplement parce que c'était un problème, une problématique du siècle, et beaucoup de personnes à travers le monde sont touchées par cette histoire de violence, que ce soit comme individu, à l'intérieur de la famille, au sein des communautés. Et dans le monde, en moyenne, chaque année, on dénombre 2 millions de décès évitables, mais qui sont en lien avec la violence. Ce sont des décès évitables. Si je prends par exemple un pays très respectable, le Canada, juste en matière de violence conjugale, il se dépense 7 milliards, de dollars par an pour parer aux conséquences des violences qui sont liées aux violences conjugales. Ça, c'est des dépenses privées et publiques, parce que ça prend des visites de suivi psychologique, des réparations, des trucs de justice, etc. etc. Donc, dans un pays développé. Voilà, donc pour les causes, c'est sûr que les causes sont multiples, il n'y a pas seulement une cause qui pourrait expliquer cette notion de violence. Au niveau des coûts, j'ai cité un exemple, 7,4 milliards annuellement au Canada, c'est quand même des coûts considérables, sans compter les coûts en vie humaine, en blessures, etc., etc. Voilà donc un peu les raisons pour lesquelles ça vaut la peine d'en parler. La façon de parler, parce que l'approche, le psychologue a son droit à son mot à dire là-dessus, le médecin aussi, les psychologues, les philosophes, etc., tout le monde. Donc il y a beaucoup d'approches. Qui n'est comme médecin, donc je vais me limiter juste à mon domaine, c'est plus une approche de santé publique. Mais c'est juste un regard d'un coin, c'est pas tout. C'est pas tout. L'occasion est là pour que je vous donne un peu comment on conçoit, comment on regarde ça au niveau sur le plan de la santé publique. L'objectif, comme d'habitude, c'est seulement 2 objectifs. Ce que je cible, c'est plus de la sensibilisation, parce que c'est le grand public, et donner de l'information sur le sujet. J'aimerais juste dire un mot sur 4 notions. Ça, c'est du vocabulaire. C'est quoi une personne? C'est quoi la santé?